Bonsoir à toutes. Il n'y a pas de son. Ce ne sera pas long. Prise 2. Bonsoir. Bienvenue à la Maison du développement durable. Ça fait plaisir de vous accueillir dans notre magnifique atrium Hydro-Québec. Hydro-Québec est notre partenaire principal de programmation. Donc, merci à eux pour nous permettre de faire des événements comme ce soir. Merci également à Desjardins, qui est notre partenaire majeur. Je me présente, Marie-Ève Bergeron. Je suis en charge de la programmation et des communications ici pour la Maison du développement durable. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour une conférence super intéressante sur un sujet qu'on entend beaucoup parler. On a une belle collaboration avec le Front commun pour la transition énergétique, dont M. Jean-François Boisvert, qui est ici pour représenter l'organisation, à qui je cède la parole immédiatement pour qu'on se lance dans le vif du sujet. Donc, bon événement. Merci Madame, merci Madame Bergeron. Pardon. La transition énergétique, je pense que ça fait de plus en plus consensus qu'il faut l'entreprendre le plus rapidement possible si on veut éviter toutes les catastrophes que les changements climatiques peuvent amener. Par contre, ça ne se fera pas tout seul et puis il y a certaines implications. Puis surtout ces temps-ci, on entend beaucoup parler de transition, beaucoup plus qu'avant, mais pour certains, ça a un peu une connotation magique. C'est quelque chose qui va se faire là, presque tout seul, puis il n'y aura pas beaucoup d'impact. Or, on sait que les énergies renouvelables, s'ils sont quand même de beaucoup préférables aux énergies fossiles, il y a quand même des impacts importants au niveau, justement, ressources, les ressources qui sont requises pour produire ces énergies-là. Il y a des impacts environnementaux, impacts sociaux aussi dans certains cas. Donc, il y a aussi voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a également la question de la disponibilité des ressources. Est-ce qu'on va avoir assez de lithium, assez de cuivre, assez des métaux rares, etc., pour passer aux énergies renouvelables? Donc, il y a beaucoup de questions. On entend beaucoup des fois de visions différentes. Fait que ce soir, on a invité M. Philippe Gauthier, qui va tenter de faire un peu plus de lumière sur ces éléments-là. Donc, je vous le présente rapidement. Philippe est chercheur, consultant en transition énergétique et redirection écologique. Il est conférencier et chargé de cours à ESC Clermont. Donc, il va ce soir vous parler des relations qui existent entre les ressources, la sobriété et les différentes technologies énergétiques. Alors, sans plus tarder, je lui passe la parole, M. Gauthier. Bon, merci. Je vais essayer de bien comprendre comment marche le micro, enfin à quelle distance il faut que je parle. Alors voilà, c'est moi, Philippe Gauthier. Vous êtes venu me voir. Je vous remercie d'être venu. Je remercie la Maison du développement durable de m'avoir invité. C'est bien gentil de leur part. J'apprécie beaucoup. La publicité pour l'événement de ce soir était légèrement mensongère. On s'est dit respecter les limites. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'à vrai dire, les limites sont très, très difficiles à connaître. Alors, donc, un peu difficile à respecter aussi. Même mon image, là, est un petit peu menteuse. Il y a un superbe camion de mine. Et je ne vais pas vous parler de mine beaucoup. Un peu, mais pas tant que ça. Et alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis? De un, parce que les ressources, c'est un peu abstrait, c'est difficile à illustrer. Puis d'autre chose, c'est parce que ce camion de mine, si vous avez remarqué, il est alimenté par des caténaires. Il y a des câbles électriques au-dessus. C'est un camion électrique qui fonctionne comme un tramway. Il est alimenté en courant. Ce n'est pas un camion diesel. Et ça illustre un petit peu l'ambiguïté ou, je ne sais pas, la direction qu'on est en train de prendre, où les frontières deviennent un peu floues. Puis on pourrait se dire, bon, c'est un camion de mine, c'est de la grosse industrie, c'est de l'industrie pétrolière, tout ça. Mais en fait, il y a de l'électrification qui se fait. Je ne vous dirai pas que c'est comme ça dans toutes les mines, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Donc, il y a une espèce, pas d'ambiguïté, mais je veux dire, les frontières sont en train de bouger et on va essayer d'en rendre compte aujourd'hui. Alors, et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est beaucoup les questions d'échelle. C'est ce qui est le plus difficile à exprimer. Alors, vous avez les photos de deux mines ici. Celle-là, ici, est une mine de lithium en Australie. Et l'échelle, la ligne que vous voyez à travers, c'est 2,6 km de large. Ça a l'air très, très grand, mais en fait, la mine, c'est la partie au milieu. C'est pas mal plus petit. C'est pas si profond. Et à côté, on a encore 2,6 km de large, mais là, on voit que la ligne est moins large que la mine elle-même. C'est aussi une mine en Australie, mais c'est une mine de charbon.
Quelle différence aussi entre les deux qui est intéressante, c'est que cette mine-là, qui n'est pas très grosse, pas très envahissante dans le paysage, elle représente à elle seule à peu près 20 % du lithium miné dans le monde. Il vient de ce trou-là. Le lithium n'est pas une très grosse production. Tandis que le charbon qui vient de cette mine-là représente 0,16 % du charbon consommé dans le monde. Pour vous donner une idée, le lithium, l'année passée, c'était 130 000 tonnes de matière produite dans le monde. Et ça alimente toutes nos autos, nos parcs de batteries pour les panneaux solaires, tout ça, votre téléphone cellulaire, 130 000 tonnes. Et ça, le charbon dans le monde, l'année passée, c'était à peu près 8 milliards de tonnes. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est important de comprendre les ordres de grandeur. Voilà. On pourrait prendre quelques mots pour dire qui je suis, pour vous parler de toutes ces niaiseries-là, avec tant d'autorité, ou en tout cas, je l'espère. Bon, j'étais chercheur consultant. Je viens d'être engagé comme analyste senior chez Coboom. C'est une boîte de consultants. Ils font surtout ce qu'ils appellent du management d'impact, c'est ça qu'ils faisaient traditionnellement. Et on est en train de se lancer dans des études prospectives sur l'avenir du Québec en 2040 pour conseiller les régions du Québec et les principales industries sur où est-ce qu'ils doivent s'orienter pour augmenter la résilience du Québec aux problèmes environnementaux qu'on connaît, les problèmes climatiques, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les problèmes sociaux. On sait que le monde change, il change très vite, il change de façon un petit peu inquiétante et on a reçu des mandats gouvernementaux pour aider les régions et les principaux secteurs industriels à s'adapter, non seulement au regard de ce que l'économie va nous offrir. Ce n'est pas une démarche qui est uniquement économique, on a une démarche environnementale qui est très poussée derrière ça. Bon, je le dis, je suis chargé de cours à ESC Clermont, c'est une école, c'est comme les HEC, mais en France, et je donne un cours qui n'a pas tellement rapport avec le management. En fait, je donne un cours d'énergie dans un programme qui s'appelle un programme de maîtrise en design et gestion de l'anthropocène. C'est un mot très savant pour dire qu'ils font de la redirection écologique et qui essayent de conseiller également des industries, des entreprises à réorienter leurs activités pour qu'il y ait moins d'impact et pour qu'ils soient moins exposés aux effets des changements climatiques et des pénuries de ressources et tout ce qui s'en vient dans des horizons plus ou moins prévisibles. Je m'intéresse personnellement aux enjeux énergétiques depuis 2011. Quand on s'intéresse aux enjeux énergétiques, c'est pas long qu'on est amené à s'intéresser aux enjeux de ressources, parce que si la transition énergétique est pour être autre chose qu'une vue de l'esprit, elle doit s'incarner dans des équipements, dans des pratiques, bref, dans une réalité matérielle. Et c'est un peu cet aspect-là qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous décourager, vous faire peur. Mon attitude est d'un optimisme prudent. Il y a quelques années, j'étais assez pessimiste sur la transition énergétique et je dois dire que depuis 2020, elle a donné un coup d'accélérateur qui est vraiment encourageant. Je ne vous dirai pas on est sauvé, tout va bien, mais alors que dans les années 2010, c'était vraiment décourageant. Là, on voit la possibilité de venir à bout de la transition, peut-être pas en 2050, mais dans les années qui vont suivre. Mais il faut continuer l'effort, évidemment. Et il y a des gens, on voit ça des fois à Davos, des réunions de milliardaires ou des choses comme ça, ils envisagent la transition énergétique comme une occasion de relancer l'économie, de nous repartir dans une nouvelle ère de croissance illimitée et de prospérité pour tous les Bezos et Bill Gates de ce monde. Et ce n'est pas du tout mon attitude. La plupart des gens qui sont impliqués dans la transition énergétique, au niveau où je suis, reconnaissent que la sobriété, que des nouvelles pratiques, qu'un peu de décroissance, on va dire, vont être indispensables pour faire fonctionner le programme. Il y a seulement que les politiciens pour croire qu'en fait, c'est une espèce de bar open pour une croissance infinie. Il y a des gens qui l'auront vendu comme ça, mais en général, ceux qui font des analyses un peu plus poussées de comment ça va fonctionner, où ça peut nous amener, reconnaissent qu'il va y avoir une espèce de descente énergétique qui n'est pas forcément une mauvaise chose et pas forcément si dramatique que ça non plus. Il faut se souvenir les carburants fossiles qu'on utilise de nos jours, il y en a 60 % qui partent en chaleur avant d'avoir fait un travail qui est utile.
tandis que dans l'électricité, généralement, il y en a 85-90% qui va faire un travail utile. Les pertes sont beaucoup moins faibles. Alors, en fait, on s'en va dans un monde qui va consommer beaucoup moins d'énergie, mais qui va probablement faire des quantités de travail assez comparables. Donc, on va vraiment réussir à faire plus avec moins. Et là, j'ai l'air d'un méchant capitaliste aux yeux rouges en disant des vieux slogans comme ça. Mais il y a une part de vérité là-dedans. Et ma conférence de ce soir se veut un petit peu aussi un cours d'autodéfense intellectuelle, parce qu'il y a une déformation, malheureusement, qui est croissante autour de ces enjeux-là. Les think tanks conservateurs américains, climato-sceptiques, ont très bien compris que la question des ressources était un enjeu qui rendait les écologistes un petit peu sensibles, un tout petit peu méfiants, et ont créé plein de matériel pour leur faire peur et les inciter à prendre position contre les ressources, ou dire qu'il n'y aura pas assez de ça, pour en fait créer de l'immobilité. De créer du doute et de faire en sorte qu'on ne s'investisse pas dans la transition. Parce que finalement, si on fait de l'anti-transition au nom de ressources qui seraient non disponibles ou insuffisantes ou trop polluantes, en fait, l'industrie pétrolière ou l'industrie gazière ou l'industrie charbonnière gagne par défaut. Si on ne met rien d'autre en place, leur infrastructure se maintient. Et comme je vous l'ai montré dans la première photo, leur impact est autrement plus important que celui de la transition énergétique. Je ne dirais pas que la transition énergétique, c'est parfait, ça serait exagéré, mais les questions d'impact, quand on commence à les mesurer, c'est quelque chose entre 200 fois moins ou 1000 fois moins, ou ça dépend quel aspect on mesure exactement là, en termes de matériaux à sortir de terre, en termes de CO2, tout ça. Il y a différentes manières de le mesurer. Ça devient un petit peu confus, mais en fait, les quantités de matière à mobiliser sont de loin inférieures. Et sortir du métal de terre, c'est pas plus polluant que de sortir du pétrole de terre, probablement pas. Mais le pétrole, on est tellement habitué qu'on ne le voit plus, puis il n'y a personne qui nous alerte à son propos. OK. Alors, les objectifs de la présentation ce soir, je vous l'ai dit, il y a un contexte de désinformation, mésinformation. Je vous en ai touché un mot. La désinformation, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quand quelqu'un essaie délibérément de vous tromper, par exemple un think tank conservateur. Et la mésinformation, c'est quand quelqu'un diffuse de l'information qui est fausse en toute bonne foi. Il l'a vu passer sur Internet, il dit « Wow, c'est vraiment cool, c'est inquiétant, il faudrait avertir mes amis. » gna. Alors, il partage l'information qui est fausse, mais sans le savoir. On ne peut pas vraiment lui reprocher, mais il aurait peut-être dû être un peu plus prudent. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que le débat sur les ressources jusqu'ici a été beaucoup limité à la question des coûts. C'est combien ça coûte sortir le métal du trou, combien ça coûte en CO2, l'impact environnemental, tout ça. Mais en fait, il y a un bénéfice. Comme on retire beaucoup moins de matière qu'avec les carburants fossiles, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, en fait, on gagne beaucoup en extrayant des métaux et en construisant des panneaux solaires par rapport à brûler du charbon ou du pétrole. Une partie de l'information qui vient ici sur les ressources nous provient de la France. Il se fait beaucoup de choses en France sur ces questions-là. Il y en a une partie qui traverse l'Atlantique. Et en Europe, ils ont une insécurité particulière par rapport aux métaux du fait que l'Europe produit presque pas de ressources. Ils sont entièrement dépendants de l'étranger. Alors, quand ils s'inquiètent de manquer de métaux, ils ont certaines raisons parce qu'en fait, leurs approvisionnements ne sont pas assurés s'il y a des problèmes géopolitiques. Je veux dire, si la Chine coupe le robinet, s'il y a une guerre avec la Russie, si, je ne sais pas, il y a un grand mouvement décolonial à quelque part, ils sont vraiment beaucoup plus vulnérables que nous ici en Amérique du Nord, où on extrait beaucoup de choses et où on a plus d'ententes formelles aussi avec des pays fournisseurs. Donc, ils ont cette vulnérabilité-là qui est supérieure là-bas, il faut la reconnaître. Et ça explique pourquoi, des fois, leur discours est un petit peu paniqué, parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont un peu dans le pétrin. Puis, il y a une tradition culturelle qui est propre à la France aussi. Pour les Français, les mines, c'est germinal, c'est les gueules noires, les mineurs exploités qui travaillent dans des conditions absolument horribles. Tandis que si on sait que les mines, bon, que ce n'est pas l'industrie la plus propre, on n'a peut-être pas envie de travailler là, mais je vous dire, on sait qu'en Abitibi, là, les mineurs, c'est pas comme...
je ne sais pas, c'est pas comme des enfants exploités au Congo ou des choses comme ça. C'est une industrie qui a quand même des pratiques. Il y a un minimum de décence. Mais en France, dès que tu prononces le mot mine, les gens ont des associations absolument épouvantables. Donc, on va essayer de faire attention de ne pas tomber dans ces travers-là. Voilà. La façon dont on présente la question des métaux et de la transition, ça prend souvent cette forme-là. C'est un tableau très officiel qui nous vient de l'Agence internationale de l'énergie. Et ce qu'on va montrer, par exemple, c'est que ça, c'est offshore wind, c'est des éoliennes en mer. Ça consomme plus de métal, par exemple, qu'une installation de production, une usine électrique au gaz naturel. Et là, le monde va dire, c'est épouvantable, ça consomme 7 fois plus de métaux, 8 fois plus de métaux. Puis, on va comparer, par exemple, l'auto électrique à une auto conventionnelle en disant, c'est effrayant, ça contient beaucoup plus de métaux. Et ces tableaux-là, bien que l'information qui est dedans soit vraie ou qu'elle l'était au moment où il a été fait, je pense qu'il date de 2015, ça date quand même un peu. Bien que cette information-là soit globalement vraie, ça nous raconte un récit qui est totalement faux. Si on regarde par exemple la voiture, ici, on compte comme métaux le cuivre, le lithium ou le nickel. C'est vrai qu'une voiture électrique contient une batterie consomme plus de ces métaux-là qu'une voiture conventionnelle qui utilise un petit peu de cuivre là, dans l'alternateur, tout ça. Mais en fait, ce qu'on oublie là-dedans, c'est que la voiture est en acier. Un peu la quantité d'acier, que ce soit une voiture conventionnelle ou une voiture électrique, c'est à peu près la même chose. Donc, en termes de poids, les deux représentent à peu près la même quantité de métal. On a seulement gardé des métaux qui sont plus présents dans la voiture électrique pour montrer une très grande différence. Donc, de ce point de vue-là, le tableau est un peu menteur. Quand on compare, par exemple, du solaire, de l'éolien maritime à une usine de gaz naturel ou une usine au charbon, ce qu'on oublie complètement, c'est que l'électricité qui est produite par une éolienne en mer, elle arrive chez vous par les câbles électriques qui sont déjà là de toute façon. Et c'est une énergie qui est prête à être utilisée. Tandis que le gaz naturel, c'est vrai que l'usine qui va le brûler, qui va produire l'électricité, consomme pas énormément de métal. Ce n'est pas une très grosse usine. Mais par contre, toute l'infrastructure pour amener le gaz naturel à l'usine n'est pas tenue en compte. Je veux dire, quand on fore un puits de gaz naturel, je veux dire, on fore à, je ne sais pas, 1000 mètres, 1500 mètres de profondeur. Si c'est de la fracturation, il y a aussi 1, 2, 3 kilomètres de tuyaux horizontaux. Et tout ça, en fait, il y a une doublure de tubes en métaux assez large pour empêcher le truc de se retirer, pour empêcher le trou de se refermer sur lui-même. Quand on transporte, par exemple, le pétrole, ça nous prend des pétroliers qui ne sont pas des petites structures. Un grand pétrolier, c'est quelque part comme entre 50 et 75 000 tonnes de métal. Je vous ai dit, la production de lithium dans le monde l'année passée, pour tous les usages, c'est 130 000 tonnes. Donc, deux grands pétroliers, 2 ou 3 grands pétroliers, ça représente, juste en poids de métal, la totalité du lithium qui a été produit dans le monde, qui est censé être si dévastateur sur l'environnement. Et ces pétroliers-là, un grand pétrolier va transporter 200 à 300 000 tonnes de pétrole à chaque voyage. Donc, si on peut parler de 2 à 3 millions de tonnes par année. Et ça, c'est 2 ou 3 grands pétroliers. Mais des pétroliers dans le monde, il y en a 18 000. Alors, en termes d'ordre de grandeur, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, en fait, c'est des tableaux qui sont mesurés au point de production de l'énergie, mais ce n'est pas des tableaux qui sont faits sur l'ensemble du cycle de vie des métaux qui sont nécessaires pour en arriver là. Alors, dans les carburants fossiles, c'est complètement sous-estimé parce que toute la partie extraction, transport ne rentre pas du tout dans ce calcul-là. Donc, ces tableaux-là, bien que l'information soit exacte, elle est incomplète et donc elle brosse un tableau qui est un petit peu trompeur. Des fois, on va parler de la criticité des métaux. Ça, c'est un truc qui fait bien peur. C'est un métal critique, puis il est quelque part, puis il est en rouge. Ça, c'est un tableau périodique des éléments. Alors,
La criticité des métaux, c'est un drôle de concept parce que chaque organisme qui fait des tableaux comme ça, puis il s'en fait en Europe, il s'en fait aux États-Unis, il s'en fait un peu partout, a des critères un peu différents pour les faire. Et les critères changent un peu d'année en année. Alors, tu as le tableau pour 2021, tu as le tableau pour 2022. Alors, ça, c'est le tableau pour 2022. Ça va varier un peu selon le cours du marché, selon ce qu'on pense, selon les dernières projections de ce qui va être nécessaire dans 10 ans. Et selon que c'est un métal qui est vraiment important pour l'industrie électrique ou un métal moins important. Alors, des fois, ça n'exprime pas forcément la rareté du métal ou la difficulté à s'en procurer, mais ça exprime le fait que il est vraiment indispensable à l'industrie, puis pour le moment, on n'a pas d'entente à long terme avec un producteur pour s'en procurer. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on penserait. Ça ne veut pas dire là, que l'élément, celui-là, W, Wolfram, c'est du tungstène, ça a l'air bien épeurant. Ça ne veut pas dire que la planète va manquer de tungstène l'année prochaine. Ça veut dire que peut-être qu'une usine en Europe va avoir du mal à s'en procurer l'année prochaine. Puis peut-être que dans 2 ans, le marché va être inondé de tungstène parce que tout le monde en a produit. Donc, il faut prendre ça un petit peu avec un grain de sel. Ce n'est pas des trucs qui sont inutiles. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à faire ces tableaux-là, mais il faut comprendre à quoi ils servent en fait. Et des fois, on vous présente ça comme si c'était une preuve que tout allait très, très mal. En fait, ça a plus valeur d'indication pour dire que, je ne sais pas, le tungstène, il faudrait peut-être investir un peu plus dans le secteur minier, ou il faudrait peut-être que les gens commencent à penser à utiliser des substituts. Plutôt que du tungstène, il y a peut-être d'autres métaux qui vont faire le travail. Voilà. Mais cela dit, on n'invente pas le fait que les besoins soient en réelle croissance. Alors, c'est un autre tableau de l'Agence internationale de l'énergie, si je me souviens bien. Non, c'est Rystad Energy, c'est une compagnie privée. Ils font généralement du meilleur travail que l'Agence internationale de l'énergie. Alors, ça nous montre en 2020, c'est quoi ça, c'est les métaux, la quantité de métaux pour faire des batteries. Des batteries fixes ou des batteries automobiles ou des batteries de cellulaire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on voit qu'il y a une grande explosion de la quantité de métaux qui va être nécessaire. Et ça a l'air très, très épeurant. Mais bon, il faut savoir qu'en 2020, l'industrie des batteries, c'était quelques centaines de milliers de voitures dans le monde. Les téléphones cellulaires, ça compte presque pas, c'est pas beaucoup de capacité. Puis il n'y avait pas beaucoup de storage fixe là, pour des parcs éoliens ou solaires. Donc la demande partait très, très bas, en fait. Je veux dire, avant 2010, les batteries au lithium, c'est pas grand-chose. Puis effectivement, la production va augmenter beaucoup. Mais quand on regarde ça, on parle juste de la proportion de... Enfin, il y a différents métaux ici. En plus 71 de cuivre, ça a l'air épouvantable. Plus 71 de nickel. Mais ça, c'est plus 71 dans l'industrie des batteries. Ce n'est pas plus 71 de la consommation de nickel pour tous les usages dans le monde. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit. Oui, il va y avoir plus 71 de phosphore, mais la partie de phosphore qui va dans la fabrication de batteries dans le monde, c'est à peu près 1 du total. Le phosphore, il va tout dans l'agriculture. La production de batteries ne paraît pratiquement pas dans l'ensemble. C'est comme une erreur d'arrondissement. Les chiffres dans les métaux ne sont pas toujours super précis. Alors, la quantité de phosphore qui est détournée vers les batteries, c'est même pas une erreur d'arrondissement. On ne devrait même pas le compter dans la statistique, en fait. Pas pour dire que, bon, on peut produire des batteries jusqu'à l'infini, mais ces chiffres-là qui montrent des progressions alarmantes sont en fait un peu moins préoccupants quand on les regarde dans le détail. Alors ça, je l'ai mis dans un tableau ici. Ça part du... Là, j'ai avancé trop vite. Ça part d'une étude qui avait été faite en Europe il y a 2 ans. Et en fait, ce que ça nous disait, c'est les quantités de différents métaux critiques pour le secteur des batteries qui seraient nécessaires en Europe en 2030, en 2050. Et quel était le marché mondial de ces métaux-là? Là? Par exemple, ils considèrent que pour la transition, ils vont avoir besoin de 4 millions de tonnes d'aluminium en 2030, ce qui a l'air beaucoup. Mais ils pensaient qu'en fait, le marché total d'aluminium dans le monde pour tous les usages, ce serait 140 millions de tonnes en 2030. Ce qui me surprend parce qu'on est plus à 75 millions en ce moment. Mais admettons, ce qui veut dire que la part de l'industrie électrique en Europe représente en 2030 2,8 du marché mondial et en 2050, 2 Donc, oui, dans le tableau précédent, ici, on voit des grosses expansions.
Mais sur le total de ce qui va être consommé, ce n'est pas forcément tant que ça. Et on voit que pour les différents métaux, en général, les chiffres ne sont pas très grands, à part le lithium ici. Mais le lithium, c'est un métal qui n'avait pas beaucoup d'utilisation à part dans les batteries. Le lithium, on utilise ça dans le verre, dans les céramiques, pour améliorer les propriétés de ces matériaux-là. Mais on en faisait un très petit usage avant 2010. Alors, oui, les batteries font exploser, mais on explose un peu à partir de zéro. Puis, comme c'est là, on est rendu l'équivalent en poids de 2 pétroliers. Puis en 2050, on va peut-être être rendu à 1 million de tonnes. C'est l'équivalent de 15-20 pétroliers. Puis il y en a 18 000 dans le monde. Donc, donc il faut le voir un petit peu comme ça. Puis on voit que certains métaux, on va dire la part, le néodyme, là, c'est ce qui fait les aimants permanents dans les éoliennes. Ouais, la consommation n'est pas si énorme que ça. Ce n'est pas des métaux si rares que ça non plus en général, à part peut-être le cobalt, puis encore. Ça s'exprimait autrement, puis là, on va commencer à aborder la question des réserves et des ressources. Deux mots que les gens mélangent tout le temps, y compris les journalistes qui couvrent ces questions-là, et ça crée énormément de confusion. Bon, c'est peut-être un petit peu petit d'où vous êtes, mais ce que ça nous dit, c'est que, par exemple, le manganèse qui serait nécessaire pour la transition d'ici 2050, pour une transition à 1,5 degré, ce dont on aurait besoin pour l'industrie électrique représente 0,6 % des réserves globales et 0,1 % des ressources. Et les pourcentages sont relativement petits pour la plupart des matériaux, sauf quelques-uns plus exotiques. Le cuivre, on arrive à 9,3 % ici, c'est un peu plus préoccupant. Le sélénium, c'est un gros pourcentage, mais le sélénium n'est pas un métal très important, on ne l'utilise pas en très grande quantité. Puis l'indium, que vous ne savez pas ce que c'est, mais il y en a dans l'écran de votre téléphone cellulaire. C'est ce qui permet de faire des écrans tactiles. Alors, dans un écran de cellulaire, tu as peut-être moins d'1 demi-gramme d'indium, mais il est absolument indispensable. Donc, ça, c'est ce que ça dit. Et là, on va commencer à s'intéresser plus à qu'est-ce que ça veut dire, ces mots de réserve et de ressources, et qu'est-ce que ça représente dans l'ensemble. Alors, c'est une espèce de figure. C'est difficile de trouver. J'ai cherché des images qui représentent bien ça. Mais, grosso modo, on a... Voyons, j'ai pesé le mauvais piton. OK. Donc, grosso modo, ce qui est intéressant ici, c'est les réserves prouvées. Et quand on parle de réserves, on parle de quantités minérales qui sont dans le sol. Ils ont été découvertes, ils ont été bien explorées. On sait exactement où est-ce qu'ils sont. On a délimité le gisement et on sait exactement où creuser un trou de mine. Et probablement que la mine est déjà en exploitation, en fait. Ça, c'est les réserves prouvées. Mais l'industrie n'attend pas que la mine soit épuisée pour commencer à chercher des ressources pour la prochaine mine. Alors, on tombe dans la catégorie des ressources qui est beaucoup plus vaste que la catégorie des réserves. La ressource, c'est quelque chose qui est en place, ça a été identifié, on sait qu'il y a probablement du cuivre ou du lithium à cet endroit-là, mais on n'est pas absolument sûr quelle quantité, parce que le travail de géologie n'a comme pas été achevé. On n'a pas besoin de l'achever avant de vraiment prendre la décision d'investir dans une mine. Alors, donc, les quantités de ressources sont souvent comme 10 fois plus grandes ou 20 fois plus grandes que les quantités de réserves bien identifiées. Et dans les ressources, on a un peu deux catégories, celles qui sont économiquement récupérables. Ça veut dire qu'avec la technologie actuelle et le marché actuel, c'est la valeur du métal sur le marché, on pourrait les exploiter. Si le métal devient moins populaire et que son prix diminue, ça se pourrait que des ressources récupérables deviennent des ressources techniquement récupérables, mais pas économiquement récupérables. On aurait la technologie pour aller le chercher, mais ça ne vaut financièrement pas la peine. Alors, c'est une catégorie encore plus grande. Et ce qu'il y a encore plus grand, c'est tout ce qu'il y a en place sur la planète. Je veux dire, il y a plein de gisements qui n'ont pas été découverts. On ne sait pas où est-ce que c'est. Je disais, dans le secteur du cuivre, on a la ressource identifiée. Je pense qu'il y en a quelque chose pour 3 siècles. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas fait de forage en bas de 200 ou 300 mètres de profondeur.
Si on descendait jusqu'à 3 km de profondeur, on vient de multiplier la quantité par quelque chose comme 10 ou 20. Donc, du métal en place, il y en a beaucoup. Et en fait, personne ne sait où est-ce qu'on en est. Alors, quand vous voyez un truc dans le style les réserves d'argent vont être épuisées en 2030, en fait, on parle de ce petit chiffre-là, qui a toujours été petit et qui sera toujours petit parce qu'à vrai dire, on n'a pas besoin de les identifier très, très bien avant d'en avoir besoin. Les compagnies minières gèrent plus ces ressources qui sont comme partiellement identifiées et qu'on sait qu'on pourra mettre en exploitation un jour. Donc, voilà. Et donc, c'est ça. La quantité de métal disponible sur Terre, on ne la connaît pas. Enfin, on sait, par exemple, que l'écorce terrestre contient, je pense, 24 de silicium. On pourrait calculer le poids, mais bon, du silicium dispersé dans la nature, on ne sait pas comment le séparer, l'extraire, donc ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, ce qui nous intéresse quand même là, ça reste des concentrations qu'on pourrait éventuellement miner avec une technologie appropriée, puis avec des capitaux, des choses comme ça. Mais enfin, on ne sait pas. On sait assez bien dans le cas particulier du pétrole, du charbon, du gaz, on a une idée assez claire quel est le total qui a existé sur la planète. Parce que ça a une géologie un peu particulière, puis ça a été super exploré à fond. Les carburants fossiles sont des matériaux qui ont été surexploités à un niveau inconcevable, qu'on réussisse encore à en produire, tient un tout petit peu du miracle. Mais on a tiré beaucoup moins sur nos ressources métalliques jusqu'ici. Voilà. Donc, si on va à la suivante. Ça, c'est un tableau qui détaille c'est quoi notre usage de métaux. Je vais vous l'expliquer. C'est un petit peu difficile à comprendre. Mais cette colonne-là, ici, c'est tous les métaux et les minéraux qui sont exploités dans le monde. La partie en brun, c'est le fer. 96% des métaux qu'on exploite dans le monde, c'est du fer qui va rentrer dans la fabrication d'acier et tout ce que vous savez. Et il y a une petite bande bleue ici, ça, c'est tous les autres métaux. Alors, la petite bande bleue, on l'agrandit ici. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la bande bleue? Ici, de l'aluminium, ici, du manganèse, du chrome, du cuivre, du zinc. Après ça, ça devient un petit peu petit. Donc, c'est ça qu'on exploite. Puis on voit que les quantités qu'on exploite de ces métaux un peu secondaires, c'est rien par rapport au fer. Et dans le coin ici, on a une petite bande verte. Si on l'agrandit, là, ça nous donne vraiment des métaux qu'ils appellent technologiques ou des métaux précieux. Alors, on a quoi ici? Du molybdène, de l'étain, du vanadium. Je parie que vous ne savez pas c'est quoi le vanadium, mais si vous avez un bon couteau de cuisine, c'est de l'acier chrome-vanadium. Vous avez du cobalt ici, dont vous avez entendu parler, du tungstène, de l'argent, de l'étain, puis après ça, ici de l'or, puis il y a un tout petit carré ici, ça c'est PGM, c'est les métaux du groupe platine. Alors le platine, l'ossium, des métaux très précieux, mais qui sont très utiles dans la fabrication, disons, de membranes pour produire de l'hydrogène. Alors c'est des tout petites extractions parce que finalement, on part de là, on agrandit ça, on garde une petite partie. Cette petite partie-là, c'est ça ici, c'est même pas un dixième de 1% de tous les métaux qu'on extrait. Et si on fait le calcul de tout ça mis ensemble, c'est à peu près 3,5 milliards de tonnes de métal par année. Ce qui n'est pas une petite quantité. On ne se mentira pas que ça a des impacts là, sur l'environnement, d'extraire tout ça, puis encore plus de le raffiner. Souvent, l'étape du raffinage est plus salope que l'étape de l'extraction. Et vous allez me dire, oui, mais on ne sort pas le métal directement de terre, il vient s'attacher avec de la roche. Puis il faut le séparer de la roche, puis il faut extraire la roche pour le séparer. Alors, c'est le tableau suivant. Ça nous donne une idée de la quantité de roche qu'il faut extraire pour chaque quantité de métal. Alors, dans l'acier, par exemple, ici, on a, par exemple, si on sort 1 kilo si on produit 1 kilo d'acier, on va extraire à peu près 2 kilos de minerai de fer. Et pour extraire ce 2 kilos de minerai de fer, il va falloir déplacer à peu près 9 kilos de roches qui sont par-dessus et qui n'ont pas rapport, ce n'est pas du minerai. Dans le fer, c'est pas mal. Si on arrive dans le cuivre, là, on voit que 160 kilos de minerai pour 1 kilo de cuivre, puis 510. Puis si on arrive, l'argent, ben, écoute, il faut extraire 100 000 fois plus de roches
qu'on extrait d'argent. Puis le cas extrême, c'est le platine, qui est un métal incroyablement rare et pas concentré dans le minerai. Donc, 670 tonnes, non, 670 000 tonnes pour sortir une tonne, faire le même. OK, c'est une exploitation. Sauf que ces métaux-là, comme je vous ai montré, on en extrait beaucoup moins que le fer, qui reste le principal métal et où les proportions ne sont pas si effrayantes que ça. Le deuxième métal le plus exploité, c'est l'aluminium. Puis on voit que les quantités de roches à sortir pour sortir 1 kilo d'aluminium ne sont pas si épouvantables que ça. Et en plus, quand on sort 1 kilo de minerai d'aluminium, on sort aussi d'autres métaux utiles. Parce que les métaux viennent jamais seuls. Mais on peut quand même se demander, compte tenu de la quantité de métal qu'on extrait et de la quantité de roches qu'il a fallu broyer pour en arriver là, combien de milliards de tonnes? Alors, c'est ce que ça nous dit ici, pour obtenir 2,5 milliards de tonnes de fer, ce qu'on consomme à chaque année sur la planète. On consomme du fer comme des malades quand on y pense. Il faut extraire à peu près 3,2 milliards de tonnes de minerais et de roches. Le cuivre, en 2022, c'était 21 millions de tonnes. L'année passée, c'était 22 et des poussières. Puis, pour obtenir tout ça, c'est quand même 2,7 milliards de tonnes. Donc, le cuivre, c'est une petite partie du métal qu'on utilise, mais c'est une grosse partie de notre extraction. L'or, on utilise ça en quantité minuscule, mais comme c'est très, très peu concentré, il faut vraiment extraire. Pour 3000 tonnes d'or chaque année dans le monde, c'est 2 milliards de tonnes de minerais. Puis quand on arrive dans les autres métaux, ça va assez vite. Ça diminue quand même assez vite. Donc, au total, à peu près 9 milliards de tonnes de roches pour produire les 3,5 milliards de métaux qu'on consomme chaque année. Ce n'est pas une petite activité. Mais, on va revenir là-dessus. C'est une autre représentation graphique. Alors, ici, tu as ce qu'on extrait pour tous les minerais de cuivre qu'on extrait, les minerais d'or, les minerais de fer, puis après ça, tous les autres métaux qui ne représentent pas grand-chose, en fait, par rapport à ces trois grandes catégories. Donc, quand on parle d'extractivisme, on parle en grande partie de l'extraction de l'or, qui n'est pas un métal si utile que ça. Là. Il y en a la majorité qui part quand même en bijouterie, on pourrait s'en passer. Donc, tout ça, ça semble énorme, mais en fait, si on prend tout ce qu'on extrait dans le monde, c'est-à-dire les métaux, les carburants fossiles, puis tous les minerais qui ne sont pas des métaux, comme par exemple quand on extrait du sable pour faire de la construction, quand on casse de la roche pour faire de la construction, quand on broie du calcaire pour faire du ciment, quand on extrait de la pierre pour construire des immeubles ou des choses comme ça. Tout ça ensemble, c'est à peu près les minerais non métallurgiques, en fait, les pierres, le sable, ces trucs-là, c'est à peu près 44 milliards de tonnes. On extrait beaucoup de matière. Puis si on parle je disais les carburants fossiles de 40 milliards de tonnes, mais en fait, c'est même 50 milliards. On extrait à peu près 15 milliards de tonnes de carburants fossiles chaque année. Mais eux autres aussi, ils ont des roches stériles dont il faut les séparer, des trous à creuser. Et en fait, la quantité de roches à broyer pour arriver à ces 15 milliards de tonnes, au total, on arrive à 50 milliards de tonnes. Alors, les carburants fossiles, pour tout dire, c'est 10 fois plus grand, c'est 5 fois plus grand que tous les métaux en termes d'impact extractif, si on peut dire. Donc, 5 fois plus grand. Et en fait, la transition énergétique utilise seulement une très, très petite fraction des métaux. Donc, l'impact par rapport aux autres activités humaines est minuscule. D'accord qu'il faudrait réduire l'impact des activités humaines, mais ce n'est pas la transition qui est le gros item là-dessus. D'ailleurs, j'ai ici les carburants fossiles. Alors, chaque année, on extrait 8 milliards de tonnes de charbon, 4 milliards de tonnes de pétrole et 3 milliards de tonnes de gaz naturel, pour un total de 15 milliards. Puis actuellement, si on regarde les métaux, vraiment les métaux de la transition, je pense que ça exclut l'acier et l'aluminium, qui ne sont pas considérés comme très spécifiques à la transition. Actuellement, en 2020, on utilisait 7 millions de tonnes de métaux pour ça, par rapport à 15 milliards.
En 2040, on parle de 28 millions de tonnes. Les estimations varient un peu selon le scénario, mais ici, pour 2050, je n'ai jamais vu un chiffre plus grand que 70 millions de tonnes par rapport aux 3,5 milliards de tonnes qu'on calcule. Donc, en fait, les matériaux de la transition, ça représente à peu près 0,2 % de toute la consommation de métaux qu'on fait dans le monde. Est-ce que c'est là qu'il faut couper? Je ne sais pas. Il y a peut-être des usages moins importants que ça. Ici, j'amène un autre concept je l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est le compagnonnage des matériaux. La plupart des métaux qu'on exploite dans le monde, il n'existe aucune mine. En fait, il y a comme une douzaine de métaux à peu près pour lesquels il existe des mines. Et en association avec le minerai principal, la mine, on trouve d'autres minerais qui sont utiles et qu'on sépare séparément. Alors, dans une mine de cuivre, le cuivre est un bel exemple parce qu'il vient avec toutes sortes de choses. Cuivre, CU ici. Alors, la façon dont on lit ça, c'est le premier cercle. Le premier cercle, je pense que ça veut dire que 100% ou presque 100% de ces deux métaux-là viennent de mines de cuivre, sélénium, tellurium. Puis, dans le cercle extérieur, c'est entre 0 et 25% de tout ce qui est extrait dans le monde, comme de 0 à 25% du plomb, de l'arsenic, du barium, du mercure et même du fer viennent de mines de cuivre. Si on regarde ici au milieu, cobalt, à peu près plus de la moitié du cobalt vient de mines de cuivre. Alors, on parle toujours des mines de cobalt au Congo, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est des mines de cuivre. Et ils extraient le cobalt comme matériau secondaire. En Indonésie, ils ont des mines de nickel, qui est un autre grand métal qu'on exploite de façon... Et on voit que dans le nickel, il y a à peu près 50% aussi du cobalt extrait dans le monde qui vient du nickel. Et les mines d'Indonésie produisaient du nickel dans le minerai, mais ils ne le séparaient pas jusqu'à l'automne dernier. Ils rejetaient le nickel avec le cobalt avec les roches. Et ils ont commencé à le séparer l'automne dernier. Ils ont comme ajouté une installation supplémentaire. Alors, à partir de la même roche, en plus de produire du nickel, ils produisent maintenant du cobalt et ils commencent à inonder le marché sérieusement. Vous avez tous entendu parler de pénurie de cobalt. C'est fini. Hein? Actuellement, on est en surplus. Puis les gens s'arrachent les cheveux un peu. Ils vont se demander comment ils vont balancer leur budget. Ça bouge très, très vite. On va y revenir. Et avec le nickel, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? PD, je ne me rappelle plus, c'est palladium, je crois, de l'osmium, alors des métaux du groupe platine. On trouve aussi du cuivre, l'iridium, de l'or, de l'argent, du sélénium. Bref, les métaux arrivent pas tout seuls. Comme, avec l'aluminium, par exemple, on extrait le germanium, si je me souviens bien. On doit l'avoir ici. Aluminium, il est où? Aluminium, c'est ça. Gallium, pardon. Le gallium vient de vos minerais d'aluminium. Vous allez vous demander c'est quoi du gallium. En fait, toutes les composantes électroniques de votre téléphone cellulaire en contient. C'est ce qui enrichit les matériaux qui permettent de les rendre semi-conducteurs. Alors, ce n'est pas un métal dont on entend beaucoup parler, mais il est super important, mais il est partout dans nos vies, même si on ne le voit pas. Ce qui est intéressant avec ces associations-là, c'est que les métaux secondaires, leur production est un petit peu limitée à la production de métal primaire. Par exemple, si on produisait, si à un moment donné, on n'avait plus besoin d'aluminium qu'on n'utilisait plus, où est-ce qu'on obtiendrait le gallium? Et si la demande de gallium explosait, est-ce qu'il faudrait augmenter la production d'aluminium dont on n'aurait pas besoin pour continuer à produire du gallium? C'est peut-être une chose. Je vous rassure, à l'heure actuelle, on produit assez de minerais d'aluminium pour exploiter 7 fois plus de gallium qu'on utilise actuellement. Alors, on extrait beaucoup de minerais de gallium, en fait, et il est perdu, et il reste dans des tas de roches concassées à côté des mines. Alors ça, c'est l'autre aspect du compagnonnage. Des fois, il y a des ressources qui manquent et des fois, il y a des ressources qui sont perdues. Il y a des ressources qui ne sont pas forcément perdues pendant longtemps, pas toujours. À Sudbury, il y a des mines de nickel. Ils ont été exploités pendant très longtemps et on n'a jamais exploité le cobalt qui était mélangé à ce nickel-là parce qu'à l'époque, le cobalt n'était pas un métal très important, il n'y avait pas de marché pour ça. Et actuellement, il y a des compagnies qui étudient la possibilité, ou ils ont peut-être même commencé, de retraiter la roche qui est dans les montagnes de Vieux-Débris près de Sudbury pour en extraire le cobalt, qui est un matériau précieux. Sauf que le cours du cobalt vient de s'effondrer. Alors, s'ils se sont lancés là-dedans, ils ont fait un mauvais deal.
Bon, c'est une représentation graphique, la part du secteur de l'énergie dans les métaux de la transition. Alors, ça nous montre un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la consommation de carburants fossiles en 2020, c'est à peu près 50 milliards de tonnes. Et ce que ça nous dit, c'est qu'une partie de tout ça va être remplacée par des métaux, ceux qui vont dans les installations électriques, les batteries, tout ce que vous voulez, tandis que la consommation de carburants fossiles va diminuer. Bon, eux autres ne sont pas très, très enthousiastes. Ils pensent qu'il va rester beaucoup de carburants fossiles en 2050. On peut être d'accord avec la projection ou non. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de carburants fossiles est remplacé par une quantité relativement modeste de métal. Et ce métal-là, en fait, la plus grande partie, c'est l'infrastructure en acier qui permet de rester en place. Ça, c'est dans le secteur de la production d'électricité. Ici, on est dans le secteur des transports. Dans le secteur des transports, ce n'est pas la plus grosse utilisation de pétrole quand même. C'est un usage parmi d'autres. Et on voit que là, parce qu'on prévoit faire plein de nouvelles voitures puis plein de batteries, l'usage des métaux va augmenter de façon importante. C'est un secteur où la quantité de matière utilisée risque d'augmenter. C'est pour ça que la voiture électrique, on serait mieux de prendre des mesures pour qu'elle soit plus petite et peut-être en consommer moins, parce que l'empreinte reste importante, même si on l'électrifie. Et si on regarde le total, comme ça, on voit les carburants fossiles en brun diminuer et en bleu pâle, les métaux qui diminuent pendant un bout de temps, puis après ça, ils augmentent parce que, bon, toutes sortes de choses. Je ne suis pas trop au courant de leur hypothèse, mais c'est une représentation graphique de ce que je vous expliquais. Sous un autre angle, maintenant, ça, c'est la quantité de minerais, pas de métal, mais de minerais. Tu sais, on a parlé de la différence entre la quantité de métal et la quantité de roche qu'il faut broyer pour arriver jusque-là. Alors, ça, c'est le scénario, disons, avec les pratiques actuelles. On voit que la quantité de matière diminue tranquillement parce qu'en fait, la part des batteries en turquoise ici est très importante. Les batteries consomment beaucoup de minerais quand même. Ça, c'est vrai. Mais on voit que la part du solaire en orange, la part de l'éolien en bleu, ça reste minuscule. C'est pas ça qui détruit les équilibres. Si on pense qu'on a remplacé presque tout ce pétrole-là par un peu de solaire, tout ça, avec ces matériaux-là, on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact. Et l'autre tableau ici, c'est la même chose, c'est la même représentation, mais si on avait des meilleures pratiques de recyclage. Et là, on voit qu'avec les meilleures pratiques de recyclage, ce qui diminue surtout, c'est le matériel qui va dans les batteries. Le grand enjeu de recyclage à l'heure actuelle, ce sont les batteries. Il n'y a pas encore grand-chose qui se fait, ce qui est un peu normal parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de batteries à recycler. La plupart des voitures électriques qui ont été vendues sont encore neuves et roulent encore, donc leur batterie usagée n'est pas encore arrivée sur le marché pour recyclage. Dans 10 ans, ça va commencer à arriver, il va en avoir beaucoup. Là, il va y avoir une vraie industrie à développer. Pour faire du recyclage de façon efficace, il faut quand même avoir des assez grosses usines pour justifier le fait d'automatiser le processus, tout ça. Bon, ça prend beaucoup de capitaux, mais en fait, les méthodes sont au point. C'est juste qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de matière. Vous avez entendu que le recyclage est difficile. C'est vrai pour, par exemple, dans l'électronique. Dans votre téléphone cellulaire, il y a à peu près 60 métaux différents. La plupart sont utilisés en quantité inférieure à 5 grammes, puis peut-être même 1 gramme seulement. Et comme il y a beaucoup de matières qui sont difficiles à séparer, parce que, bon, ça serait beaucoup de procédés chimiques là, pour tout séparer. Puis comme il n'y en a pas beaucoup de chacun, financièrement, ça ne vaut pas bien la peine. Ça va coûter moins cher et probablement consommer moins d'énergie de produire des métaux neufs que de recycler ceux qui sont dans votre téléphone. Par contre, vous arrivez avec une éolienne. Ben, on a un mât en acier, on peut le refondre, l'envoyer à casse assez facilement. Si le mât est en béton armé, on peut le concasser. Les barres d'acier, on les envoie refondre, c'est très facile. On fait ça depuis toujours. Puis le cuivre qu'il y a dans une éolienne, c'est une bobine d'induction. Hein? C'est une grosse bobine de fil électrique enroulé. C'est ça qui produit l'électricité quand on fait tourner un aimant autour. Et c'est un fil de cuivre pur. Quand l'éolienne, on la met hors service, on n'a qu'à dérouler le fil, on récupère 5 tonnes de cuivre, il n'y a aucun travail à faire. On peut refaire une autre éolienne pratiquement directement après. Donc, des fois, c'est plus facile de recycler du matériel électrique, et surtout du matériel électrique là, à l'échelle industrielle,
que des petits appareils dispersés qu'il faut réunir, qu'il faut rassembler, qui contiennent de très petites quantités de beaucoup de matière. Je pense dans un écran de téléphone cellulaire, 0,2 ou 0,3 grammes d'indium. Puis c'est à peu près impossible à séparer. Pourtant, l'indium est un métal assez rare et assez coûteux à extraire. Mais comment le sortir de votre téléphone cellulaire après usage, c'est pas facile. Donc, c'est une grosse limite. Mais c'est l'avantage des techniques de la transition. Ils sont en général assez faciles à recycler. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai raconté? Bon, on extrait beaucoup de métaux. C'est surtout du fer. En réalité, on utilise des quantités fabuleuses de fer. Les autres métaux, c'est un peu anecdotique. La transition en exige 7 millions de tonnes par année actuellement, peut-être 28, peut-être 70 à terme. Mais sur l'ensemble, c'est vraiment pas beaucoup. Toute l'activité, tout l'extractivisme dans le monde, c'est relativement peu par rapport, c'est beaucoup en fait par rapport aux métaux, à peu près 50 milliards de tonnes pour les fossiles, c'est-à-dire les carburants plus la roche. Bon, je dis 3,5 pour les métaux, mais sur la même échelle, on devrait dire 9. Peut-être 20 en 2050, ça augmente quand même. L'empreinte n'est pas... Puis pour le reste, le sable, la roche, ces trucs-là, à peu près 20, 50, probablement plus près de 50 actuellement. Quand on parle de ces questions-là, on a un problème avec les données. Ils sont peu fiables. Il y a des données qui sont publiées, mais sont compilées à partir de sources très variées. J'avais un ami qui s'était intéressé à la question de l'aluminium. C'est jamais clair si les chiffres concernaient la bauxite, qui est le minerai d'aluminium, si ça concernait l'alumine, qui est une bauxite concentrée, ou si ça concernait l'aluminium vraiment métallique, là, transformé en lingots. C'était un peu compliqué de savoir de quoi il se passait. En plus, il y avait des chiffres publiés sur la quantité d'aluminium utilisée dans le monde, mais on ne sait pas très bien si c'est l'aluminium neuf ou l'aluminium recyclé inclus avec, parce qu'il y a beaucoup d'aluminium recyclé. Comme par exemple, je vous parlais de 21 millions de tonnes de cuivre. Ça, c'est le métal neuf. Ça, on le sait. Mais il se recycle à peu près 4 millions de tonnes par année aussi. En réalité, la quantité disponible pour l'industrie, c'est à peu près 25 millions de tonnes. Ce qui est souvent oublié dans les calculs. On dit, mon Dieu, c'est effrayant, la demande va être de tant de millions de tonnes en 2030. Mais on oublie qu'il y a quand même du recyclage qui nous amène pas mal de matière. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu encourageant. Comme on ne le souligne pas assez, le secteur de la production d'énergie ne consomme pas tant de métaux que ça. Ce qui est problématique dans la transition, c'est la voiture électrique, qui est très gourmande en métaux. Et là-dessus, on a un véritable problème qu'il va falloir adresser de façon un peu plus agressive. Encore il y a beaucoup de compagnies automobiles qui ont pour projet de réduire leur consommation d'automobiles et de vendre moins d'automobiles, mais plus grosses et plus chères. Mais il y a des gens qui disent qu'en 2040, ils pourraient se vendre 60 % moins d'automobiles qu'actuellement et que les compagnies automobiles vont avoir le même chiffre d'affaires. D'un autre côté, si vous habitez loin à la campagne, que vous avez besoin d'une voiture, puis que vous avez un petit revenu, vous avez un gros problème parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, ça, c'est un autre problème qui nous pend au nez si on va là-dessus. Mais bon, les Chinois sont en train de nous envahir de petites voitures électriques bon marché. On ne les a pas vues en Amérique du Nord encore, mais en Europe, ça arrive. Mais bon, à ce moment-là, on arrive dans le problème que ça consomme énormément de ressources. Ce qu'on a, c'est un problème de flux, pas de réserve. Je pense que je vous ai démontré assez bien qu'en fait, du métal dans le sous-sol, il y en a en masse. Et j'aurais pu insister un peu plus là-dessus, mais à vrai dire, la plupart des métaux, on en a pour des siècles. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on n'arrivera jamais à la fin des ressources, puis qu'il faut les gaspiller, puis qu'il ne faudrait pas avoir un usage plus prudent. Mais si la question, c'est est-ce qu'on a assez de métaux pour faire la transition en 2050? La réponse est indubitablement oui. Il y en a assez dans le sol. La question qui est un petit peu plus douteuse, c'est est-ce qu'on est capable de les sortir de terre assez vite pour alimenter toute cette croissance-là? Là, la réponse est un peu moins évidente. Ça dépend des métaux. Il y en a certains qui sont assurés. Il y en a d'autres dont on entend plus parler, comme par exemple le cuivre, où on risque d'avoir un déficit. La grandeur du déficit est difficile à évaluer. Les estimations vont un petit peu dans tous les sens. Mais c'est un problème. Ce n'est pas le problème, est-ce qu'il y a assez de cuivre dans le sous-sol de la Terre? Il y en a en masse. La question, c'est est-ce que l'industrie minière peut produire assez vite pour répondre à l'immense accélération de la demande?
Ça, c'est beaucoup moins évident. Surtout que dans les pays producteurs, ils ont des problèmes d'eau, par exemple. Extraire du cuir, le séparer, le faire flotter, ça prend pas mal d'eau. Si on n'a pas d'eau et qu'on a du minerai, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc, il y a des problèmes pratiques d'exploitation aussi qui se posent. Donc, c'est le problème du flux, la quantité qu'on sort à chaque année. C'est toujours un problème de robinet et de baignoire. À quelle vitesse on fait tomber de l'eau dans le robinet, à quelle vitesse on remplit la baignoire. Et le problème actuellement, c'est la taille du robinet, c'est pas tellement la taille de la baignoire. Parlons un peu plus du cuivre, ce métal super intéressant. Il est souvent présenté comme un exemple, le cas typique de tous les métaux, ce qui est un peu dommage parce que c'est un métal qui n'est vraiment pas typique de tous les autres. C'est vraiment un cas particulier. Mais comme c'est un métal important, il est bien documenté, donc tout le monde en parle, en essayant de faire croire que tous les métaux suivent la même courbe, et ce n'est pas vrai. Le cuivre, c'est un métal, ce qu'on entend souvent, c'est qu'au début du 20e siècle, le minerai de cuivre était concentré à 3, 4, 5 % de cuivre dans le minerai, puis qu'actuellement, on est rendu, on exploite des minerais à 1 quart, 1,5 % de concentration. C'est vrai, et ça a l'air bien effrayant, c'est parce que le cuivre est en train de s'épuiser. En fait, les géologues et les ingénieurs miniers nous disent que la raison la plus pressante ou la plus convaincante pour faire ça, c'est qu'à vrai dire, les compagnies actuellement, installer une mine, ça coûte tellement cher qu'ils préfèrent exploiter une très grande mine à faible concentration de métal qu'une petite mine à forte concentration de métal. Alors, en fait, des gisements très concentrés, ils en trouvent encore et ils préfèrent ne pas les exploiter pour aller dans des très grandes mines. Et ça coûte moins cher de placer beaucoup de roches pour aller chercher des faibles concentrations de métal que d'installer toutes les installations pour installer une petite quantité de métal. Ça, c'est le monde, bienvenue dans le monde du grand capitalisme. On prend des décisions comme ça qui sont un peu contre-intuitives, mais bon, qui font du sens, là, qui ont du sens pour ceux qui financent ces projets-là. Ce que nous montre ce graphique-là, en fait, c'est que la production de cuivre, on entend depuis des années, le cuivre est contraint, il n'y en a plus, on manque d'eau. Mais on voit qu'en 2010, on exploitait 16 millions de tonnes de cuivre. Rendu en 2021, on était rendu à 21 millions. Puis l'année passée, j'ai vu le chiffre passer, c'est 22,4 millions. En 2022 puis 2023, la production a augmenté de 5,4 %. En un an, c'est énorme. 5,4 %, c'est des millions de tonnes, c'est des quantités démentielles. Et pourtant, il ne manque pas de gens dans le monde pour nous faire peur, pour dire qu'on manque terriblement de cuivre. Ça, c'est une autre courbe intéressante. Je vous parlais de la différence entre les réserves puis la ressource. Puis souvent, on exprime la réserve en termes d'années qui nous restent. Il nous reste du cuivre pour 30 ans. En fait, ce que ça nous montre, ce tableau-là, c'est qu'il reste du cuivre pour 30 ans depuis... mauvais piton. Il nous reste du cuivre pour 30 ans depuis l'année 1840. Ou non, ici, ça commence en 1900. Alors, il y avait du cuivre pour 50 ans. En 1914, il y en avait pour 35 ans ou 40 ans. Puis ça a toujours été quelque part entre 30 et 50 ans depuis le début du siècle. Ce qui est assez curieux parce qu'en 1900, on exploitait à peu près 1 million de tonnes de cuivre par année. De nos jours, on exploite au-dessus de 20 millions, puis on a encore 30 ans de réserve. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la ressource qui a été découverte, qui attend d'être exploitée, la ressource à un moment donné est transformée en réserve quand on complète l'exploration, puis quand on caractérise le gisement minier. Mais la ressource n'a pas cessé d'augmenter. La ressource a augmenté beaucoup plus vite, en fait, que les réserves. Dans le pétrole, c'est un truc classique. Aux États-Unis, depuis 100 ans, ils ont toujours pour 10 ans de réserve de pétrole. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des raisons fiscales. S'ils déclarent plus que 10 ans de pétrole, ils ont un bracket d'imposition plus élevé ou quelque chose comme ça. Alors, en fait, ils gardent le pétrole, ils calculent comme ressource. Puis, quand ils en ont besoin, ils le rajoutent dans leur réserve. Ils ont toujours pour à peu près 10 ans de réserve. Alors, des fois, ce n'est pas de la géologie, les ressources et les réserves. Des fois, c'est juste de la comptabilité puis de la fiscalité. C'est aussi curieux que ça. Alors donc, à retenir, le cuivre, on en produit de plus en plus et il y en a de plus en plus en réserve. Ça a l'air magique, ça l'est un peu. Ça ne durera pas jusqu'à la fin des temps, mais ça marche comme ça maintenant puis pour encore un bon bout de temps.
C'est un peu contre-intuitif et j'avoue que c'est un peu curieux d'observer ça. Là, on parlait un peu des déficits de production. Alors, on voit que la production de cuivre devrait se maintenir sans trop de problèmes. La petite ligne verte un peu plus claire ici, ça, c'est les projets qui sont comme annoncés ou probables. Et ce qui est inquiétant, c'est la ligne noire. Si on fait des projections très, très agressives là, sur combien de cuivre on va utiliser pour, par exemple, des moteurs d'auto électriques, là, on voit que la demande va augmenter sensiblement plus vite que ce qui est disponible et ce qui risque d'être mis en exploitation. Alors, quand on parle de déficit de cuivre comme ça, c'est ça. La quantité de cuivre qu'on va produire va continuer à augmenter pour un avenir prévisible, mais la demande augmente plus vite. Et là, il y a une petite quantité où l'offre atteindra probablement pas la demande. Cette quantité-là, ça varie un peu sur nos estimations. C'est souvent entre 5 et 10 millions de tonnes de cuivre. Personnellement, je pense que c'est plus près de 5, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Puis, si on regarde les métaux, ça, c'est la courbe du cuivre depuis 1990 à peu près. C'est la courbe des prix. Les métaux, les prix sont un peu cycliques. Ça correspond aux variations entre l'offre et la demande. À un moment donné, des métaux qui deviennent très en mode, ça correspond souvent à un changement technologique. Comme par exemple, le plomb était un métal qui était très utilisé jusqu'au début des années 80. Les plus vieux se souviendront qu'on avait de l'essence au plomb. Il y a une grande partie du plomb qui allait là-dedans. Et donc, ça a été interdit au début des années 80, ce qui était une bonne chose parce que c'est extrêmement polluant. Et la consommation de plomb a chuté. Alors, pendant toutes les années 80-90, la production de plomb dans le monde était à tonnes. Elle n'augmentait pas ou elle a diminué un peu là, au début des années 80. Et ça faisait dire à certains analystes au début des années 2000, en fait, la production de plomb a atteint son pic de tous les temps. C'est une ressource qui est épuisée. Puis, à partir des années 2005-2008, ça a recommencé à augmenter tranquillement parce que les besoins du reste de l'industrie ont continué à croître pendant 20 ans. Puis, à un moment donné, ils ont comme rattrapé. Donc, il n'y avait pas d'épuisement géologique dans le plomb. Il y avait moins de demande du marché. Alors, le marché du plomb est resté à tonnes. Il y a beaucoup de métaux qui présentent des cuivres un peu analogues au cuivre, des courbes un peu analogues au cuivre. Dans les années 90, le prix de la plupart des métaux était assez bas. Il y a eu une grande période d'explosion un peu avant la crise de 2008. La plupart des prix des métaux ont monté à des sommets très, très élevés. Ça s'est un peu calmé dans les années 2010, pardon, mais c'est en dents de scie, il y a des grandes variations. On voit que le cours du cuivre actuellement j'ai pris ce tableau-là cet après-midi, c'est le prix courant. On voit que le prix du cuivre actuellement est très élevé à cause du déficit attendu pour 2030, tout ça. Ce métal qui est en demande, est-ce que l'offre va être suffisante? C'est incertain, donc il y a de la spéculation. Donc les prix sont élevés. Par contre, si on regarde le prix du lithium, qui est censé être le métal fort de la transition énergétique et des batteries de voitures, bon, les données vont moins loin dans le passé parce que c'est un métal qui n'a pas une très longue histoire. On ne l'exploitait pas tant que ça. Alors, on voit que le prix était faible avant l'explosion des projets électriques avec des batteries et des projets les ventes de voitures électriques ont comme explosé aussi à partir de 2022. Il y a eu beaucoup de spéculation sur le lithium. Les prix ont augmenté très, très vite. Et c'est en train de redescendre. Et c'est redescendu à un prix qui ressemble à ce que c'était il y a 6 ans. Et je ne peux même pas vous expliquer exactement pourquoi, mais j'avais vu un podcast là, entre deux ingénieurs miniers qui disaient qu'à vrai dire, à un moment donné, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 mines de lithium de trop qui ont été ouvertes trop tôt alors que le marché n'était pas encore là pour que les cours s'effondrent. Le prix du métal est très, très réactif à l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, s'il manque une mine, les prix vont exploser. S'il y a une mine de trop, les prix s'effondrent. C'est un peu un cauchemar exploiter des métaux au secteur minier. Le cobalt, qui était l'autre métal super à la mode, s'est envolé à des prix complètement fous, puis il est retombé actuellement à son prix plancher. Il est retombé au prix de 2012.
Et puis pourtant, c'est le métal. Vous avez tous entendu parler de la pénurie de cobalt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 an et demi, on parlait encore de la pénurie de cobalt. À l'automne 2022, on voyait un gros déficit pour 2030. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a 1 an à peu près, sont arrivées sur le marché les premières batteries au sodium qui n'utilisent pas du tout de cobalt. Alors là, tout à coup, les analystes se sont dit, bon, bien, il y a une partie de la demande pour les batteries au lithium qui contiennent du cobalt qui va se reporter sur des batteries au sodium, donc la demande de cobalt va augmenter. Et le truc qui s'est passé l'automne passé, c'est que les mines de nickel de l'Indonésie, dont je vous parlais, dans le nickel, il y a du cobalt, ils ont commencé à séparer le cobalt. Ils avaient investi, quand le prix du cobalt était ici, ils disent, on devrait peut-être investir dans notre minerai de nickel pour aller chercher le cobalt qui est mélangé à travers. Et malheureusement pour eux, ça a fait effondrer le cours. Alors, ils ont investi beaucoup d'argent dans quelque chose qui ne rapportera pas beaucoup. Mais alors qu'il y a 1 an et demi, on s'attendait à un énorme déficit de cobalt. Actuellement, le mot d'ordre, c'est on a bien trop de cobalt, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça a changé en 1 an et demi. C'est de la folie furieuse. Très difficile de suivre le cours des métaux. Puis quand vous lisez, je ne sais pas, là, des trucs dans les grands médias, vous entendrez parler de la tendance quand ça monte beaucoup, très vite, de façon alarmante. Là, il y a des articles là-dessus. Quand le prix redescend, vous n'entendez pas parler, ça n'intéresse personne. Donc, ça donne l'impression que le prix est toujours à son sommet, qu'on est toujours en crise. Mais en fait, les crises sont alternées de périodes où c'est plus calme. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Je ne sais pas trop. Et puis, sur le nickel, c'est un peu la même chose. C'est un métal, on a le tableau ici jusqu'en 95 ou je ne sais pas quoi. Un gros pic aux alentours de 2008. Après ça, le marché reste un peu plus calme. Il y a eu un petit peu une tension là, quand les prix sont envolés, les prix des métaux pertinents pour les batteries sont envolés, mais on voit que c'est revenu à un niveau qui est pas mal plus typique de ce qu'on voit depuis pratiquement 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pas grand-chose. Les métaux sont cycliques et ils réagissent de façon extrême à des petites variations d'offres et de demande. Donc, il ne faut pas sortir trop de théories à trop long terme sur le prix des métaux. Quelques observations qu'on peut retenir de tout ça. Le cobalt, je vous l'ai dit, on est passé d'un déficit anticipé à un surplus. La différence entre un manque de métal puis un surplus de métal tient souvent à pas grand-chose. C'est généralement pas de la géologie, c'est plus des décisions économiques. Il peut y avoir une récession, il peut y avoir un changement technologique, une technologie qui passe de mode, comme l'essence au plomb, ou une technologie qui arrive à la mode puis qui crée un appel de demande, comme l'explosion des voitures électriques au début des années 2020. Alors, ça répond souvent à des cycles technologiques. Ça répond aussi à des cycles économiques. Le plomb, je vous en ai parlé. L'échelle de temps est importante. C'est pour ça que je vous ai donné le tableau sur toutes les données qu'on avait disponibles. Parce que si on regarde des fois seulement la dernière année ou les derniers 6 mois, ça peut monter une tendance qui a l'air très, très forte, alors qu'en fait, c'est une tendance à court terme. Puis quand on regarde sur 25 ans, on se rend compte qu'en fait, les prix sont toujours plus ou moins dans les normes. Un mot sur la prospérité d'une région comme l'Abitibi. Vous savez qu'il y a beaucoup de mines là-bas. Et l'Abitibi, ma foi, une région relativement prospère. Les gens vivent assez bien. Puis, on pourrait penser que c'est à cause des mines, mais en fait, les mines ne rapportent pas tellement d'argent. C'est pas une activité si rentable que ça. Alors, pourquoi est-ce que les gens vivent bien en Abitibi? Puis ça, je vous confie un secret de consultant. Je l'ai appris vendredi dernier. Résultat En plus, je vais placer le mot intelligence artificielle. C'est un programme d'intelligence artificielle qui a déterminé ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Abitibi, les mines ne rapportent pas tant d'argent que ça. Puis c'est pas ça qui fait que les salaires sont élevés. Autour des mines, c'est constitué tout un écosystème d'entreprises qui fabriquent de l'équipement pour les mines. Ils ont développé une grande expertise. Ils vendent maintenant de leur équipement partout dans le monde. Alors, ils ont des équipements. Ils en vendent partout dans le monde. Et en fait, c'est l'industrie manufacturière qui s'est développée au service des mines, qui est le vrai moteur économique de l'Abitibi, plus que les mines elles-mêmes. Mais ce moteur économique-là, industriel, n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le secteur des mines à servir en premier lieu. Donc, c'est un petit peu ambigu. Mais c'est pour ça que des pays du Sud
qui dépendent uniquement des mines, mais qui n'ont pas cette espèce d'infrastructure industrielle qui s'est développée autour, eux ne gagnent pas beaucoup d'argent avec leurs mines et les régions minières sont très pauvres, ce qui n'est pas le cas ici. Mais ce n'est pas la propriété du métal lui-même. C'est un peu la façon dont on peut le transformer ou dont on peut l'exploiter pour faire vivre d'autres économies. Bon, conséquences possibles, je vous parlais du déficit du cuivre en 2030. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. Et c'est peut-être pas si grave que ça. Le cuivre, c'est un métal qui est en déficit depuis au moins 60 ans. Il n'y a jamais eu autant de cuivre qu'on voulait. Puis c'est pour ça que les tuyaux de cuivre qu'il y avait dans nos maisons dans les années 60, maintenant, c'est souvent des tuyaux de plastique. C'est pour ça que les fils électriques en cuivre souvent sont remplacés par des fils en aluminium. C'est pour ça que vous n'avez plus de chaudron de cuivre dans vos cuisines, à moins de payer très, très cher. Tout est en inox maintenant. Parce qu'il y a eu un effet de substitution. Le métal est devenu un peu trop cher et a été réservé peu à peu aux usages où il était indispensable et pour lesquels on était prêt à payer un peu plus. Alors, la conséquence d'une pénurie, souvent, c'est une substitution. L'autre conséquence possible, c'est des retards. Je veux dire, j'ai une usine, je vais avoir besoin, je ne sais pas, d'1 million de tonnes de cuivre par année pour la faire rouler. Et le métal n'est pas disponible actuellement sur le marché, personne n'en a. Mais il y a une usine qui va ouvrir, il y a une mine qui va ouvrir dans 3 ans. Mais peut-être que mon projet va être retardé de 3 ans. Je vais signer avec cette mine-là pour mes approvisionnements. Donc, des fois, un déficit de métal va se réduire pas par une pénurie, une catastrophe, l'effondrement de la civilisation, mais par un retard dans les projets. Ou simplement, on va décider que ce n'est pas un usage utile, puis on ne le fera pas. Puis là, on est dans une forme de décroissance, ce qui n'est pas mauvais non plus. Hein? On n'est pas obligé de tout faire. Tous les caprices industriels qui nous passent par la tête, ils ne sont pas tous aussi utiles les uns que les autres. Comme je disais, un des gros problèmes, c'est le secteur de l'automobile qui consomme des quantités effarantes de métaux. Peut-être que la solution, c'est de faire moins d'autos ou d'en faire des plus petites. Là, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans des VUS électriques? C'est pas si logique que ça. On aurait pu faire des beaucoup plus petites voitures électriques et un petit peu moins tirer sur les métaux. Ça aurait déjà été pas mal mieux. Pas idéal, mais mieux. On parle des fois de mines urbaines. Nos villes sont des gisements de métaux prodigieux parce que ça fait 100 ans, 200 ans qu'on produit des trucs, qu'on fabrique des choses en métal dans nos villes puis que ça s'accumule là. Je ne sais pas, d'une vieille bâtisse industrielle, tu la mets à terre, tu récupères toutes les poutrelles, tu viens de récupérer des tonnes d'acier. Une vieille maison que tu démolis ou que tu rénoves, tu vas récupérer les tuyaux de cuivre. En France, ils ont calculé que pour construire toutes les éoliennes dont ils auraient besoin pour électrifier leur économie, ils auraient besoin d'1 million de tonnes de cuivre. Et qu'est-ce qui contient 1 million de tonnes de cuivre aussi? Tout l'ancien réseau de téléphone en cuivre qui est maintenant remplacé par de la fibre optique. Si on récupère les vieux fils de téléphone, on n'a même pas besoin d'extraire de cuivre pour fabriquer les éoliennes. Le cuivre est déjà extrait. Il s'agit d'aller le récupérer dans les poteaux. Ça, c'est curieux. Donc, les mines urbaines, par le recyclage, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'importance et qui peut faire une différence sur l'exploitation des métaux. Et comme je vous disais, un jour, les batteries des voitures électriques vont arriver en fin de vie et on pourra les recycler. Vous avez tous entendu parler que ça ne se faisait pas actuellement, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de matière à recycler de façon intéressante. Là. Ça prend des grosses quantités pour que ça soit rentable. On ne les a pas encore, mais ils s'en viennent. Donc, une question qu'on peut se poser, bon, j'ai encore pesé le merveilleux piton, jusqu'en 2050, bon, je vous ai plus ou moins démontré, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais qu'il n'y avait pas un problème énorme de disponibilité des métaux. Mais l'histoire de l'humanité, on espère, ne va pas s'arrêter en 2050, ça va continuer après. Alors, on peut se poser la question, bon, il reste peut-être pour quelques siècles de métaux, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas les recycler jusqu'à l'infini, qu'est-ce qu'on devient? Il y a un chercheur français, non, il est belge en fait, mais il travaille en France, qui s'appelle José Alloy, qui a posé l'hypothèse que notre objectif à long terme devrait aller vers des technologies vivantes, qui dit. Alors en fait, ce qu'il a noté, c'est que la matière organique, enfin les métaux organiques, c'est pas forcément du vivant, mais c'est de la matière les éléments de chimie organique.
le carbone, l'oxygène, l'azote, ces trucs-là qui participent au grand cycle du vivant. Et tout ça est recyclé naturellement par la nature. Alors, en fait, ça serait de créer des matériaux, des objets qui utiliseraient des substances qui sont naturellement recyclées par la nature. Votre téléphone cellulaire est pratiquement non recyclable, ça va devenir un déchet pour l'éternité. Mais ce qui était constitué de nanotubes de carbone uniquement, on pourrait probablement le composter en fin de vie, puis refaire pousser ça dans des plantes ou je ne sais pas quoi, produire du charbon, le purifier, puis refaire un autre téléphone cellulaire. Pour le moment, on est complètement dans science-fiction, mais selon lui, c'est l'objectif qu'on devrait se fixer. Les technologies vivantes, celles qui vont se recycler d'elles-mêmes et à partir desquelles on peut toujours sourcer des nouveaux matériaux. Bon, là, peut-être qu'il y en a quelques-uns rendus ici qui comprennent qu'il n'y a pas vraiment de problème avec les matériaux. Je ne dirais pas ça. Comme je vous disais au début, il n'y a pas de potentiel de croissance infinie dans les matériaux. Même si les réserves sont grandes, elles ne sont pas illimitées. Avec un bon usage du recyclage, les matériaux deviennent un stock et non pas un métal qui est dépensé, qui est utilisé, qui disparaît en fin de vie. Mais ce n'est pas vrai pour tous les métaux. Des fois, c'est difficile, comme par exemple l'indium de votre téléphone cellulaire. Un truc qui peut permettre un certain espoir, c'est que la quantité de gens sur notre planète est sur le point de descendre de façon dramatique. Jusqu'ici, on a toujours été obsédé par l'augmentation de la population mondiale jusqu'en 2050. Puis vous remarquez qu'on dit toujours ce chiffre de 2050, on va être 9 milliards, 10 milliards, quelque chose comme ça. Mais en fait, les démographes savent, même si on n'entend pas beaucoup parler, qu'après ça, le vieillissement de la population va complètement renverser la tendance. Et les démographes prudents pensent qu'on va être quelque part entre 3 et 4 milliards en 2100. Et les démographes les plus ambitieux, les plus audacieux pensent qu'on pourrait être aussi peu qu'1,5 milliard en 2100. Je veux dire, on n'a pas de nouvelle génération, on va tous mourir de vieillesse. C'est pas une catastrophe, ce n'est pas l'effondrement, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas des guerres, ce n'est pas des épidémies, ce n'est pas des familles, c'est juste nos patterns de reproduction actuellement. Il n'y a pas de nouvelle génération à l'échelle du monde. C'est vrai au Québec, je veux dire, la population diminuerait depuis longtemps si on n'avait pas l'immigration. Mais à un moment donné, même les pays qui nous envoient de l'immigration, la population va diminuer. Alors, dans un monde, évidemment, 2 milliards d'habitants, on va tirer pas mal moins de métal. On a moins de besoin. Puis en plus, la mine urbaine, le métal qui est déjà raffiné et qui est là dans des usages dont on n'aura plus besoin parce qu'on va être moins nombreux, va peut-être être exploitable. Fait que peut-être une piste pour l'avenir, c'est un peu spéculatif. Les pièges dont je voudrais vous convaincre là, de rester loin actuellement au terme de cette présentation, c'est la tendance, on la voit beaucoup en France, à dénigrer la transition énergétique au nom des ressources, disant que c'est effrayant, les mines, ça pollue, gna, gna, gna. C'est un petit peu vrai, mais je pense que j'ai fait une démonstration assez convaincante qu'en fait, les métaux polluent beaucoup moins que les carburants fossiles qui vont remplacer. À un moment donné, les solutions parfaites, on ne les a pas encore. Ben, peut-être là, les technologies vivantes, mais on n'est pas là. Alors, en attendant, si on est capable d'améliorer notre empreinte de façon importante, c'est bon à prendre et on ne devrait pas cracher dessus. Je vous l'ai dit au début, la tendance à beaucoup dénigrer les ressources, les renouvelables, ben, ça prend trop de ressources, a beaucoup été encouragée par les think tanks climato-sceptiques qui racontent un peu n'importe quoi. Et ça a souvent été repris de bonne foi par des écolos qui sont un peu inquiets. Ils disent, ouais, l'extractivisme, c'est pas trop bon, puis on exploite le tiers-monde, puis tout ça est vrai, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut trouver les meilleures solutions. Mais si on n'a pas de métaux, si on n'a pas de transition énergétique, on reste avec les fossiles. Si on vise juste la sobriété sans faire de transition avec des nouveaux moyens électriques, on fait une sobriété basée sur les carburants fossiles, sobriété fossile. Ça ne sauve pas la planète, ça retarde un petit peu le désastre, c'est tout. Donc, il faut voir de façon un petit peu plus vaste que juste, oui, on continue à polluer parce qu'on a des mines, c'est complètement vrai, mais ça ne nous amène pas tellement loin. Au Québec, on a un peu ce problème-là avec le dossier Northvolt. Là, il y a des gens qui sont rendus... Northvolt est un projet industriel qui est mal ficelé par une entreprise qui n'est pas tellement solvable et auquel on n'a pas trop confiance. Puis ça a été écarté de l'évaluation environnementale sans bonne raison. Mais à cause de ça, il commence à y avoir des écolos qui sont méfiants de tout le secteur des batteries.
Alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas les batteries, c'est Northvolt. Il faudrait s'en souvenir. Avant ça, il y avait eu le plan Nord. Charest avait essayé de nous enfoncer ça dans la gorge. Moi, c'était de l'extractivisme à outrance. On n'en voulait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument refuser le minier. Je veux dire, il faut penser à la façon dont on va le faire pour que ce soit un peu mieux. Et je rêve, s'il y a des gens parmi vous qui ont l'âme militante ou qui sont des cinéastes, je rêve de faire un film qui s'appellerait « L'erreur minérale ». Parce que le vrai problème, ce n'est pas tellement le métal qu'on sort du trou, ce n'est pas le trou lui-même, ce n'est pas les montagnes de résidus. Le problème, en fait, c'est les bassins de décantation. Quand on purifie du métal, un truc comme ça, on utilise des solvants ou on utilise des acides ou on utilise des alcalis. Et tout ça s'accumule dans des lacs artificiels qui ne sont jamais vidés et qui sont généralement abandonnés là lorsque la mine ferme et qui restent finalement sur les bras de la société québécoise ou de la société des autres pays, si ça se fait ailleurs. Et un bassin de décantation, celui-là est au Brésil, mais ça peut ressembler à ça. C'est un grand lac, il est retenu par des digues. S'il y a une catastrophe naturelle, une inondation, les digues pourraient céder et tout ce cambouis-là se répandre dans la nature. C'est déjà produit il y a 4 ou 5 ans au Brésil. Il y avait un bassin de décantation de ce genre-là qui avait détruit toute une rivière, puis il y avait tout un océan de boue rouge comme ça qui s'est rendu jusqu'à la mer. Donc, c'est un vrai problème. Les bassins de décantation, c'est là que ça se passe. Et puis, si vous voulez lutter contre les mines, il faut insister pour qu'il y ait davantage de surveillance. Et s'il y avait plus de surveillance, on aurait probablement plus de recherches sur la manière de gérer ces résidus-là et de les neutraliser. Pour le moment, comme il n'y a pas vraiment de pression pour ça, ça ne se fait pas. Et donc, l'industrie minière continue à accumuler ces déchets en toute impunité. Et mon idée, c'est si on pouvait aller les filmer. Je veux dire, on peut repérer ces bassins. Ces bassins de décantation-là sont loin des regards, sont loin des routes. On ne peut pas les voir, mais on pourrait les repérer avec des cartes satellites et après ça, les filmer avec des drones. Et on pourrait faire un film vraiment intéressant. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. Est-ce qu'il nous reste du temps pour poser des questions? Oui, je n'ai pas accaparé complètement tout mon temps. Je suis à peu près dans le timing, c'est bon. 1, 2, 1, 2, merci. On a une question en ligne pour vous. Oui? Que pensez-vous de l'uranium? L'uranium, c'est un métal qui est en voie d'épuisement relativement avancé. L'année record de production d'uranium dans le monde, c'est 1981. Puis, tout le temps question de relancer la production, puis ça ne marche jamais. Actuellement, dans le monde, il y a 8 pays qui produisent plus que 1000 tonnes par année. Et puis, 43 % de la production mondiale vient d'un seul pays, le Kazakhstan. Et pour l'enrichissement de l'uranium, 45 % se fait en Russie. Ce marché super concentré, on est super dépendant de la Russie, qui est une puissance de plus en plus hostile. On va dire qu'on en produit au Canada, en Australie, des trucs comme ça. Mais le Canada et l'Australie, ensemble, c'est à peu près 12 000 tonnes par année. Et la demande mondiale est de 65 000 tonnes. À vrai dire, on produit depuis quelques années entre 48 000 et 49 000 tonnes par année. Et on en consomme 65. Une partie de la différence est comblée par des anciennes bombes atomiques qu'on a démantelées puis qu'on a récupéré l'uranium pour le brûler. Mais ce stock-là s'épuise. Donc, en fait, l'uranium, c'est une matière qui est très contrainte géologiquement. C'est presque la même situation que le pétrole. On arrive un peu à la fin. Oui? Oui, l'uranium tire à sa fin. Par contre, il y a le thorium qui est possible d'utiliser dans des réacteurs qui fonctionnent différemment de ceux à l'uranium qui sont des barres. Ça, ce serait plutôt des liquides puis, qui seraient irradiés puis qui permettraient là, de produire de l'énergie. Ouais. Le seul problème avec les réacteurs au thorium, c'est qu'on en parle depuis 60 ans puis il n'existe toujours pas. La mise au point de ce réacteur-là est vraiment compliquée. Elle a rencontré beaucoup d'échecs.
Apparemment, les Chinois ont comme un petit appareil actuellement, mais c'est minuscule, c'est 2 mégawatts, c'est expérimental. On ne sait pas trop c'est quoi le résultat, c'est pas clair. Et ce qu'on oublie avec le thorium, c'est que le thorium n'est pas fissile par lui-même. Hein, ça ne va pas faire la réaction en chaîne qui permet le truc. Il faut le rendre fissile en le bombardant d'un neutron qui vient d'une autre source fissile, c'est-à-dire de l'uranium ou du plutonium. Donc, pour faire du thorium, ça prend quand même de l'uranium pour amorcer la réaction. À un moment donné, l'Inde s'était beaucoup intéressée au thorium parce qu'il y en avait des réserves. Et en fait, ils ont renoncé parce qu'ils n'étaient pas capables de se procurer assez d'uranium à cette époque-là pour lancer leur programme thorium. Fait qu'on on tourne un petit peu en rond. Il y a un potentiel théorique, mais en fait, 5 fois plus de thorium que d'uranium, ça a l'air impressionnant. Mais si on produisait toute notre électricité à l'uranium actuellement, je pense que tout notre stock d'uranium passerait entre 5 et 10 ans. Donc, avec le thorium, on en aurait peut-être pour 50 ans. Ce n'est pas une solution à très long terme, là. C'est assez contraint pour ça. Pour usage spécialisé. Je voulais revenir sur les batteries. Justement, c'est ça, c'est un sujet qu'on parle beaucoup, puis on l'associe beaucoup. Vous l'avez soulevé, là, on a des trop gros véhicules. Mais quand on regarde vraiment les chiffres au Québec pour électrifier puis vraiment se débarrasser du pétrole dans le transport, il faut aller aussi dans le transport de marchandises, puis il y a toute la section des autres transports. Donc, je vois un paradoxe au Québec actuellement où, oui, c'est vrai, il faut diminuer la grosseur de nos véhicules, mais il y a aussi besoin de gros véhicules pour vraiment réussir à tout électrifier. Je ne sais pas si vous êtes... Il y a quelques années, il y a des gens qui rêvaient un peu de l'hydrogène pour les gros véhicules. Puis il est assez clair maintenant que ça ne se fera pas. L'hydrogène, il y a beaucoup de gaspillage à chaque étape de transformation. Puis finalement, ça prend beaucoup d'énergie pour produire relativement peu d'énergie. Donc, pour le transport par camion, on retombe sur les batteries. Et ça va en prendre beaucoup. Et c'est une autre raison pourquoi il ne faut pas que les autos qui ont une utilité sociale, si on veut, inférieure, accaparent pas toute la ressource. Donc, c'est un autre argument pour avoir des voitures un peu plus petites ou même des vélos électriques. Ou maintenant, en France, ils parlent de plus en plus, je pense qu'ils appellent ça les véhicules intermédiaires. C'est comme des gros vélos électriques à 4 roues avec une petite cabine en toile. Ça prend une personne, ça va assez vite. C'est pas une voiture, c'est pas un vélo, c'est un peu entre les deux. Puis ça consomme comme un petit oiseau, là. Merci pour la présentation. Je sais un peu hors de votre domaine peut-être, mais juste pour prendre en compte le cycle de vie de toutes les deux méthodes, je ne sais pas s'il y a des études pour comparer comme la consommation de carbone, par exemple, tous les polluants, comme vous avez touché à ça pour les métaux que ça prend pour produire le carburant, pardon, puis tout le reste, et selon comparé aux renouvelables, les batteries puis les polluants que ça prend. Oui, donc la question, ça pose sur l'empreinte carbone, plutôt? Comme s'il y a ce genre d'études dépendent toujours comme où on va arrêter les paramètres pour comparer, pour pousser plus vers une économie circulaire, cycle de vie, tout ça, pour prendre tout en compte. C'est pas direct, c'est peut-être encore plus loin, mais je pense qu'il faut avancer, approcher à ce sort d'économie. Est-ce que ça fait du sens? Non? Je ne sais pas, je vais tenter une réponse. Oui. La recherche sur les ressources, c'est un secteur scientifique assez récent. Jusqu'aux années 2020, je dirais, il y avait très peu de travaux qui se faisaient, puis ils étaient de nature assez générale. Puis c'était surtout du génie minier, où est-ce qu'on va trouver la ressource, où est-ce qu'on l'a miné, et est arrivé, en fait, cette espèce d'attaque par tous les groupes climato-sceptiques, les think tanks conservateurs. Ils disent, il n'y a pas assez de ressources, donc notre seule solution, c'est de rester dans le pétrole. Puis là, évidemment, ça a confronté un peu les chercheurs. Ils disent, voyons, ça n'a aucune espèce de sens. Mais il faut quand même démontrer notre point. Alors, depuis 2 ou 3 ans, beaucoup de recherches sur les minéraux qui sont publiées.
combien ça va en prendre. Beaucoup de ce que je vous ai montré sur les besoins, tout ça, c'est des travaux qui ont été publiés depuis 2021, quasiment au pire. C'est tout récent. Alors, on est en train de démontrer, en fait, on est en train de faire une démonstration formelle comme quoi c'est possible, les ressources existent, et que beaucoup de chiffres qui ont été publiés par des opposants sont exagérés. Comme par exemple, il y a un géologiste qui travaille en Finlande, Simon Michaud, à un moment donné, il avait alarmé tout le monde en disant que si on voulait électrifier le monde, puis couvrir, c'est-à-dire mettre des réserves d'électricité dans les batteries, ça prendrait quelque chose comme 2 fois plus de lithium qu'il y en a sur la Terre, 2 fois les réserves. Parce qu'en fait, la quantité totale, on n'est pas trop sûr. Mais en fait, si on regarde son analyse de plus près, lui, il considérait que ça prenait quelque chose comme 400 heures de réserve. Parce qu'on va manquer d'électricité au milieu de l'hiver. On a besoin de la réserve pour plusieurs semaines si le vent ne souffle pas ou je ne sais pas quoi. Alors que les travaux récents en Australie montrent qu'ils sont capables d'équilibrer le système australien avec 5 heures de réserve d'électricité sur batterie. Ils couvrent 99 de leurs besoins. Tu comprends, en fait, il y avait tout ce calcul, on va manquer de lithium, il n'y en a pas assez, les besoins sont gigantesques, ça va coûter trop cher. Mais en fait, c'était basé sur une grande surévaluation des besoins. Et au fur et à mesure qu'on en apprend sur la transition, sa paramètre, comment on la fait marcher, qu'on essaye ça, on se rend compte qu'en fait, on a besoin d'un peu moins de ressources qu'on pensait. Je ne sais pas si ça répond. J'ai peut-être répondu un peu à côté, mais j'espère qu'au moins j'ai été intéressant. Ah, ils font. Avec des amis, il y a quelques mois, on a fait une expérience sur LinkedIn qui était très amusante. On a sorti quelques citations pour dire il va manquer de minéraux, la transition utilise des quantités invraisemblables, tout ça. Puis on demandait aux gens de deviner est-ce que cette citation-là est de Jean-Marc Jancovici, comment elle s'appelle Aurore Stéphan, qui a beaucoup parlé des minéraux de façon très alarmante, ou de Jean-Baptiste Fressas. En tout cas, on leur demandait d'attribuer cette citation-là aux gens. Et tout le monde s'est beaucoup amusé à dire « Ah oui, ça doit être un tel, ça ressemble à ce qu'il dit ». Mais en fait, la totalité des citations qu'on avait présentées étaient tirées de think tanks climato-sceptiques américains. Et personne ne voyait la différence. C'est assez troublant. Puis pourtant, Jean Covici est sûrement sincère dans son désir de sauver le climat, mais dans ses moyens, il s'est laissé influencer par des gens qui disent des trucs qui n'ont pas de bon sens. C'est plate, mais c'est comme ça. Puis on essaye avec... on a un petit groupe de conspirateurs sur LinkedIn à essayer de rétablir un peu le sens des proportions. C'est difficile, mais en tout cas, on progresse parce qu'en fait, la recherche est de notre bord, puis il y a de plus en plus de publications. Il y a sûrement d'autres questions. Oui, sûrement d'autres questions, mais on va s'arrêter ici parce qu'on on suit notre horaire. Ah, je pensais qu'on avait jusqu'à 9h. C'est 8h30. Moi, j'écoute le boss ici, là. C'est 8h30, mais vous pouvez continuer à jaser. Juste qu'on a des gens qui sont en ligne, puis on a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va terminer ici. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup, M. Gauthier. Ça m'a fait plaisir, puis merci pour l'invitation, encore une fois. Belle présentation. Merci encore à M. Boisvert pour la collaboration. Et puis, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est qu'il y a un petit code QR ici, là, on veut mesurer l'empreinte carbone des déplacements à nos activités. Fait que si vous voulez prendre juste comme 3 secondes de scanner ces 3 petites questions rapides. Puis aussi, juste pour vous aviser qu'on envoie un sondage de mesure d'impact dans 1 semaine environ pour savoir si vous avez fait des recherches plus approfondies sur le sujet de ce soir, parler avec des gens ou même changer peut-être votre comportement suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée et à bientôt. Ouais, puis en sortant, il y a une boîte pour recycler votre cellulaire. Merci beaucoup à tout le monde.